faut savoir que Smala, c'est 3000 pièces mises en ligne par jour. L'expérience de Smala, c'est de se dire, OK, on vous vend de la seconde main, mais en fait, on vous vend surtout l'expérience du neuf. La seconde main, elle est impeccable chez Smala. En fait, on a moins une approche produit, on a une approche concept. Et ce qui est très important, c'est de s'adapter à son business sur Meta. Donc, il y a un gros sujet de pousser le bon produit à la bonne personne, de rendre la recherche le plus facile possible. Aujourd'hui, on est plutôt sur 55% sur Meta et 45% sur Google. Si tu regardes ton retour sur investissement Meta, ton retour sur investissement Google, tu vas dire ah bah, ok, je mets tout sur Google. Mais non, en fait, quand tu coupes Meta, sur le business global, tu le sens. Moi, je suis assez convaincue que plus une pub ne ressemble pas à une pub, plus elle va fonctionner. Ce qui fonctionne, c'est la vraie vie, c'est des choses hyper spontanées. On est en tête que les gens ne connaissent pas, qu'on a 3-4 secondes pour convaincre et attirer la curiosité. Bienvenue sur Club Croissance, le podcast qui a pour but de vous donner de l'inspiration et des idées pour accélérer la croissance de votre e-commerce. Je suis Thomas, fondateur de XPLR, une agence ads et créa à destination des marques e-commerce et des D2C. Nous accompagnons actuellement une trentaine de clients et nous sommes divisés en deux pôles, avec d'un côté la performance qui s'occupe des campagnes sur Meta, sur Google et sur les autres leviers de social ads, et de l'autre côté la créa qui produit des super contenus qu'on met au bout de nos campagnes. Dans Club Croissance, je m'entretiens avec des experts pour parler de notre passion commune, la croissance et l'e-commerce. Notre objectif sera toujours le même, vous partager des conseils, des bonnes pratiques, des retours d'expérience que vous pourrez appliquer directement à votre marque. Vous pouvez nous voir sur YouTube ou nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. Et si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner et en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous encourager et nous aider à inviter des experts toujours plus quali. Alors je compte sur vous et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Alice, comment ça va ? Très bien Thomas, je suis ravie d'être là. Merci à toi d'être là aujourd'hui. On a l'habitude de recevoir dans Club Croissance des acteurs nantais de l'e-commerce. Et aujourd'hui, c'est un honneur d'avoir Smala dans Club Croissance. Smala, c'est clairement à Nantes une des entreprises qui, sur le plan de l'e-commerce, est une entreprise de référence. Je ne vais pas te couper la parole sur la partie présentation de Smala, mais vous êtes spécialisé dans la seconde main pour les enfants, les bébés et leurs mamans. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours. On va parler aussi de Smala et des spécificités de la seconde main, notamment sur la verticale enfants et bébés. Et puis, on va aussi parler de votre acquisition e-commerce et des actions que vous mettez en place pour pouvoir acquérir des nouveaux clients. Mais je vais commencer par te laisser te présenter, Alice. Et est-ce que tu peux nous dire d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu as fait avant Smala ? Ok, déjà merci de me recevoir, je suis ravie d'échanger avec toi Thomas. Donc du coup Alice, je suis maman de 2 petites filles et mariée. Je suis CMO chez Smala depuis 3 ans maintenant. Ouais. Avant Smala, alors mon parcours, je suis passée par une école de commerce, du coup à Bordeaux à l'époque. Ok. Ça s'appelait BEM, maintenant ça s'appelle Kedge. Ouais. Ensuite, j'ai fait un gros passage à Paris comme beaucoup. Ça a commencé avec des stages dans la publicité. Je suis passée chez BETC et Publicis. Ok. Et ensuite, j'ai fait un stage à New York chez Sisley Paris, qui est une maison de cosmétiques, Ok. qui m'a ensuite embauchée pour mon premier CDI à Paris, Ok. au service digital, dans lequel je suis restée 3 bonnes années. Et ça, c'était en quelle année ? C'était du coup, je sais pas, je saurais pas te dire. Si tu enlèves 3 ans chez Smala, 5 ans chez Balzac avant, et donc du coup 3 ans chez Sisley. Donc C'était vers tout début. 2010, entre 2010 Ouais, et 2012. ça quoi. doit être ça. Ok, Ça doit être très ça. bien. Donc vraiment le début Retour en du arrière. digital. Exactement, c'était vraiment exactement le début du digital. C'était le service digital à l'époque. Ouais. Je sais même pas si c'est encore organisé comme ça dans les grosses boîtes maintenant. Et moi, j'étais la petite CDI fraîchement arrivée, Ouais. junior. Et c'était vraiment l'époque où, justement, on m'avait confié la page Instagram de la marque, tous les réseaux sociaux, toute la création de contenu pour le blog, etc. Parce que c'était un truc nouveau, Ouais. que c'était un truc de jeune. Et du coup, je m'étais éclatée sur ces lancements. Et ce qui était intéressant chez Sisley, c'est que c'est une marque qui est du coup une maison qui est implémentée dans le monde entier. Donc, j'étais au siège à Paris. Donc, du coup, tu travailles beaucoup avec les marchés, les Ouais. filiales. C'est hyper formateur pour plus tard. Donc non, c'était une très belle expérience. J'ai adoré, j'ai vraiment mis la main sur plein de métiers du digital. Honnêtement, j'avais un poste de chef de projet digital qui faisait des sites e-commerce, qui s'occupait de l'acquisition, mais qui faisait aussi des créations de contenu avec des influenceuses. Enfin, c'était hyper varié.
C'était un peu le Far West à ce moment-là. Ouais, Instagram, rien qu'en organique, on avait un reach oui, c'est clair. de fou. Donc, on se rendait compte à l'instant T qu'il fallait mieux y être que pas y être. Moi, je me souviens, Exactement. j'ai commencé aussi à travailler à peu près à ce moment-là. Ouais, Et il y avait à peu près une entreprise sur deux qui me disait: Ah ouais, non, Instagram, Facebook, c'est pas pour nous, on n'en a pas besoin. exactement, Aujourd'hui, c'est clairement devenu l'inverse. Tout le monde, en tout cas dans le B2C, exactement. est présent sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est des vitrines de marque maintenant incontournables, mais c'est vrai qu'au début, c'était folklore, les débuts, sur Instagram, quand tu es dans une entreprise où justement l'image de marque est hyper importante, donc Ouais, tu dois faire quelque chose de différent, mais faut trouver, enfin, ouais, l'équilibre, quoi. Donc non, très belle expérience, mais j'ai eu envie de un peu plus, de sens et peut-être d'impact dans ce que je faisais dans les décisions. Sisley, c'était une très belle maison, mais process et management plus traditionnel, ouais. avec des validations, du coup une agilité qui est pas toujours, au top, et un jour de pluie au mois d'août, je m'en rappellerai toujours, je postule à, 2-3, marques que j'adore, sur un coup de tête. J'envoie une candidature spontanée, dont à l'époque Balzac Paris. Ouais. Le lendemain, je reçois une réponse de Chrysoline, qui est la fondatrice, qui me dit: «Ah bah, ça tombe bien, on recherche quelqu'un, sur le digital. Est-ce qu'on peut se rencontrer la semaine prochaine?» Je vais les rencontrer et gros coup de cœur sur, la rencontre, le projet. Moi, j'adorais déjà la marque, donc j'étais déjà conquise et je sentais le potentiel. Et du coup, j'ai débarqué, chez Balzac à l'époque, on était, je sais pas, 10-15. Donc Ouais. j'ai fait un gros switch grand groupe à toute petite structure, Mmh mh. start-up à l'époque, donc il y avait un petit côté, facteur risque, enfin, tu vois, Ouais. quand tu es dans une boîte bien installée. Et donc arrivée chez Balzac, je suis restée 5 ans. OK. J'ai eu un poste qui a évolué. Au début, c'était responsable digital. Après, j'étais responsable de toute l'activation marketing et du digital. Je suis arrivée, j'avais une stagiaire avec moi. Je suis repartie, j'avais une équipe de 7 personnes. L'entreprise a énormément grandi, Ouais. pendant ces 5 années, et j'ai eu beaucoup de chance, d'assister à cette croissance. Et du coup, ça a été un tremplin après pour ce mal-là, mais c'est une expérience, qui a été hyper enrichissante pour moi. Ouais, bien sûr. Donc tu es arrivé vers 2017, c'est ça, Ouais, ça doit être ça à peu près. Ouais, chez Balzac? ouais. Balzac, clairement, nous, on est une agence, on accompagne uniquement des e-commerçants et Balzac, ça fait partie des marques, que la plupart, en tout cas, de nos clients, dans le prêt-à-porter qui font de l'e-commerce ont en référence. Mmh. On voudrait devenir le futur Balzac. Et donc toi, tu as été à la Mmh. tête du marketing digital, Ouais, chez Balzac pendant 5 ans? oui. Je suis arrivée au début, on n'avait pas de budget, on envoyait, toute la journée des colis à des influenceuses, Ouais, dans tous les sens. On se disait: «OK, on va envoyer 100 colis, par mois, on se donne cet objectif, il faut qu'on se fasse connaître». On n'avait pas beaucoup de budget, mais on a tout de suite mis beaucoup d'argent sur, la partie contenu, ouais, shooting. Tu sais, c'était l'époque, des lookbooks, des photos qui étaient un peu différentes de ce que tu avais sur le retail à l'époque, et je pense que c'est ce qui a fait la différence, c'est qu'il y a une ADN de marque qui s'est créée ouais. et il y a une communauté qui s'est créée, et puis, après, au fur et à mesure des années, le budget a suivi, la croissance a suivi, et du coup, on s'est vraiment structuré avec, voilà, une responsable CRM, une responsable acquisition, une responsable e-commerce, Ouais. toute une partie branding qui a toujours été très importante. Il y a vraiment, je pense encore aujourd'hui, une grosse équipe, contenu et image, chez Balzac. Ouais, Et non, non, c'est une entreprise qui va très bien aujourd'hui et qui est encore en croissance, et c'est oui, en effet, comme tu le dis, un bon exemple, je pense, de ouais. Ouais, clairement, c'est le bon exemple. C'est assez rare, les marques, mmh, qui n'existaient pas il y a il y a les 10 ans plus ou moins, DNVB, comme on les dit. DNVB exactement, et qui sont aussi connus aujourd'hui. Ouais. Je pense que si on va dans la rue et qu'on demande: «Est-ce que vous connaissez Balzac?» il y a beaucoup de personnes qui vont nous répondre «oui», et Mmh, ça, c'est assez rare. mmh, Donc toi, tu as aussi vu, entre guillemets, cette époque où, quand on faisait de la publicité sur Facebook avec une simple photo, ça cartonnait, ouais, et ce virage où c'est devenu, avec, la concurrence qui a augmenté, ouais, de plus en plus, complexe et stratégique. ouais. Non, non, et oui, exactement, de toute façon, le milieu du retail, ça a toujours été un marché hyper compétitif. Mais Balzac, ouais, vraiment, moi, je retiens que c'est vraiment le contenu et l'image qui a fait la différence. OK. Alors après, bien évidemment qu'on a fait un super travail sur le CRM, l'acquisition, enfin, le site, il était vraiment aux petits oignons. On était vraiment dans une démarche test and learn hyper exigeante, mais on s'est distingué. On a créé quelque chose, Ouais. que toutes les marques n'ont pas, et c'est pour ça qu'on a fidélisé nos clientes, c'est pour ça qu'on en a attiré des nouvelles.
Et non, je suis hyper fière de tout le chemin qui a été fait chez Balzac à l'époque. Très bien. Et donc, tu es passée de chez Balzac à Smala. Et Oui. ça, c'était il y a combien de temps? Alors, c'est en 2022, donc j'étais très bien chez Balzac, mais bon, ça faisait 4 ans et demi, 5 ans. Et je pense, comme beaucoup de personnes qui sont passées par Paris, premier bébé. Ouais. Bon, on se regarde entre deux yeux. Bon, est-ce qu'on va vraiment passer notre vie à Paris? Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je suis d'origine de Nantes, donc j'avais pour projet de revenir dans la région avec mon mari. Donc, on commençait à regarder le marché nantais sans se mettre trop la pression. On ne voulait pas déménager tant que l'un de nous n'avait pas un bon job. Donc, on regardait tous les deux, mais vraiment sans pression. Et puis, un jour, je suis contactée. C'était Imagination Machine qui m'avait contactée au début, qui est l'incubateur à l'époque, il était plusieurs fois, Ouais. pour me demander si j'étais intéressée par un poste qui s'appelait à l'époque responsable e-commerce. Je me dis, bon, oui, je vais creuser. IEPF, il y a un concept quand même qui me plaît, mais j'avais un peu peur que ce soit très petit. J'avais un peu le côté, est-ce que je vais revenir en arrière, tout reconstruire, est-ce que j'en ai vraiment le courage, etc. Je me dis, bon, je vais les rencontrer, parce qu'il y a quand même un projet, il y a un concept qui est hyper porteur. Et donc, je saute dans un train la semaine d'après pour rencontrer Aude. Ouais. Et là encore, déjà un coup de cœur sur le feeling, enfin, en tout cas avec Aude. Et pour avoir bossé avant chez Balzac avec des fondateurs, en fait, quand on était dans ce genre de structure, déjà la relation que tu as avec les fondateurs quand tu es à des postes comme ça, elle est clé parce que déjà, ils ont leur vision bien en tête. Donc, il faut que tu sois aligné avec cette vision. Et puis, en fait, tu vas travailler avec eux au quotidien. Donc, voilà, déjà, ça, c'était validé. Ensuite, je me rends compte qu'en effet, le concept, il est merveilleux, qu'il y a quelque chose d'unique derrière. Il a été plusieurs fois. Et surtout, ce que je ne voyais pas quand je voyais l'annonce, c'est que derrière, il y avait un gros projet, une grosse levée de fonds et un projet de rebranding total. Et donc, le poste était aussi lié à ce projet de rebranding total, donc de changement de nom, de changement d'ADN. Et là, je commence à me dire, ah oui, en fait, là, c'est vrai que il y a tout à reconstruire. J'aurais peut-être potentiellement les moyens de les reconstruire aussi. Donc, go. On y va. Et je suis arrivée du coup, à l'époque, il était plusieurs fois en mai 2022. Ouais. En période d'essai, avec Alice, welcome. Je rigole toujours en disant ça, mais Alice, welcome. Donc, dans 3 mois, on change de nom. On change changement de nom, changement de rebranding, ça impacte un nombre de choses auxquelles tu penses même pas. Tu refais ton site, tu changes de nom de domaine, tu changes de page Instagram. C'est bête, mais un pseudo Instagram, moi je pensais que ça se changeait en 2 secondes. Pas du tout. Il faut que tu aies des autorisations, c'est hyper compliqué. Et puis, tu rechanges ta charte graphique, ton ADN, donc tu mets tout à jour, ton CRM, toute ta com, quoi. Ouais. Et puis, s'ensuit une campagne de notoriété aussi, donc voilà, je ne me suis pas ennuyée, mais c'était génial de construire tout ça. Et ça, ce changement de rebranding, il a été opéré combien de temps après la création de Smala? Alors, Smala, ça a été créé en 2016, donc écoute, c'était en 2022. Enfin, Smala, IEPF a été créé, il était plusieurs fois, on dit IEPF entre nous, il était plusieurs fois, a été créé en 2016, et le rebranding s'est fait en 2022. En septembre 2022, officiellement, on est devenu Smala. Voilà. Et toi, tu es arrivé et c'était changement de rebranding quasiment direct, ou tu as vécu quelques mois avec il était plusieurs fois? J'ai vécu quelques mois avec il était plusieurs fois. Après, le changement de rebranding était déjà en cours. On s'est fait épauler par une agence qui s'appelle Designeo, qui nous épaulait sur le choix du nom, la charte graphique, qui nous a vraiment créé une plateforme de marque. Et donc, même sur mes derniers mois de Balzac, j'étais déjà en train de un peu accompagner, suivre les discussions sur le choix du nouveau nom. Mais oui, j'ai connu les 2-3 mois d'il était plusieurs fois, mais c'est vrai que quand moi je suis arrivée, j'étais tout de suite très focus sur Smala parce qu'il y a de grosses ambitions, beaucoup de travail sur 3 mois pour pouvoir sortir cette marque, ce nouveau nom, et puis le faire connaître. Donc, il y a faire le switch, mais il y a aussi le faire savoir. Donc, il y a toute une campagne qui s'accompagnait de tout ça. Et comment ça se passe le jour où c'est bon, c'est aujourd'hui, où on change de nom, on change le logo sur le site, on change le profil sur Insta, et comment on se sent? On était un petit peu stressés sur le coup, même si on t'anticipe beaucoup, tu as ta checklist, tu as pensé à tout, etc. Mais en effet, tu as le switch d'URL qui se fait. Je me rappelle qu'en effet, Instagram, on ne pouvait pas du tout dire « je veux qu'à 8h tel jour, mon pseudo change ». Donc, Instagram, Facebook nous disaient « bon,
ce sera changé dans la semaine, à peu près, vous verrez quand, on peut pas vous dire. Donc, du coup, on était Mhm. paniqués parce qu'on se dit, ouais, il faut que ça se. En fait, on a eu un coup de chance, ça s'est changé la veille. Mais ouais, il y a un petit peu de pression quand même le jour J. Et puis, bah, tu as les budgets qui suivent, tu as fait tes campagnes. En fait, d'un coup, tu regardes toutes les choses s'accélérer. Nous, on l'a fait en septembre, c'était vraiment la période très stratégique. Pour ce mal-là, je me rappelle qu'on s'était beaucoup posé la question de est-ce qu'il faut le faire à une période creuse ou est-ce qu'il faut le faire à une période très forte. Et on a fait Ok. le choix de le faire du coup en septembre où c'était la saison la plus stratégique pour nous. Et du coup, le chiffre a suivi, enfin les budgets Ouais. ont suivi aussi, mais du coup, ça s'est accéléré d'un coup. Il y a une belle force de frappe de notoriété à ce moment-là. Vous avez vu automatiquement un impact positif sur le rebranding? Oui. Oui, 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 on avait très peur des réactions parce qu'un rebranding, ça plaît pas toujours et ça plaît pas forcément aux premiers clients du début. Et en fait, on a des super retours sur la communauté qu'on avait déjà avec Il était plusieurs fois. Et ça nous a surtout permis d'accélérer l'acquisition et d'aller Ouais. chercher des nouvelles personnes. Le changement de nom, il s'est fait pour plusieurs raisons, mais Il était plusieurs fois déjà. Une personne sur deux n'avait pas à le dire. Donc, on Ouais. a eu, les gens, c'était vous êtes Il était une fois. On a eu des fois, on a eu parfois jadis ou d'un autre temps, ce genre de choses. Donc, on voulait quelque chose de simple, d'impactant, de Ouais. plus peps. Et voilà, c'est pour ça qu'on a changé. Bon, félicitations pour ce rebranding parce que on entend plus souvent parler d'histoires de rebranding qui fonctionnent mal ou qui justement donnent un coup de frein à l'entreprise en question. Faire en sorte que ce soit plutôt un catalyseur, c'est top. Donc, c'est que vous avez fait les bons choix à ce moment-là. Ouais. Je vais te poser deux questions complémentaires l'une à l'autre. Est-ce que tu peux nous définir quel est ton rôle aujourd'hui chez Smala? Quel est ton quotidien et l'équipe que tu gères? Et puis aussi, nous redéfinir de manière un petit peu plus exhaustive que ce que je l'ai fait au début de l'épisode, ce qu'est Smala, ce que Ouais, vous je vais faites, à peut-être qui vous vous commencer par adressez, ce que vous proposez. Oui, je vais peut-être commencer par Smala quand même, Ouais. parce qu'on est aussi là pour parler de Smala. Smala, c'est le site sur lequel les parents peuvent habiller leurs enfants en Ouais. jonglant entre seconde main, déstockage de neuf et collection durable, parce qu'on a tout récemment créé aussi notre nouvelle collection. Historiquement, c'est surtout connu pour la seconde main et c'est comme ça qu'on s'est distingué. Ça représente encore 80% du business la seconde main, donc c'est Ok. vraiment le cœur de Smala. Nous, on a une mission, c'est de rendre la mode enfant accessible, durable et facile. Donc, on a vraiment ces 3 mots en tête. Accessible, pourquoi? Il faut que le parent qui arrive sur Smala, en fait, il recherche quand même le bon plan. Il veut pas se ruiner, les enfants, ça grandit trop vite, donc il recherche le bon plan. Donc la seconde main, ça y répond, le déstockage de neuf, ça y répond et la nouvelle collection qu'on a lancée y répond aussi parce que ça reste quand même accessible pour, la qualité. Ensuite, durable parce que alors on n'est pas du tout militant chez Smala, mais il y a beaucoup de bon sens, en fait. Oui, quand tu arrives chez Smala, en fait, c'est la mode de demain. En effet, c'est respectueux de la planète, donc la seconde main, c'est le vêtement qui existe déjà, le déstockage de neuf également et du coup, toute nouvelle création était vraiment, créée dans une démarche éco-responsable de A à Z. Donc il y a ça, et facile parce qu'on part vraiment du principe que les parents, ils ont pas le temps, ils ont une charge mentale, déjà énorme et que du coup, on veut leur faciliter la vie et qu'on veut aussi faciliter la seconde main. C'est-à-dire qu'on a beaucoup une image de la seconde main: «Oh, c'est compliqué, il va falloir que je fasse, 10 allers-retours à la poste pour aller chercher mes colis». Puis il y a un petit côté, la seconde main, c'est poussiéreux. Donc on a vraiment voulu donner un coup de pied à la seconde main en disant: «Bah non, en fait, la seconde main, elle peut être facile et elle peut être désirable». Et ça a vraiment été les axes, en tout cas, pour Smala, pour se développer. Très bien. Et je pense que ce qui est important à dire aussi, c'est que Smala, c'est un modèle 100% intégré. Donc, en fait, derrière Smala, il y a un entrepôt de 50 personnes, en fait, Ok. à Carquefou, qui travaillent au quotidien, en fait, pour réceptionner les vêtements. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Smala achète les vêtements et les vend. Donc, Ok. on achète des vêtements aux particuliers, donc aux parents qui veulent du coup revendre les vêtements de leurs enfants, mais également on a des partenariats avec des grosses marques de vêtements comme IKKS, Verbaudet, Jacquedi, avec lesquels du coup on a aussi un partenariat de sourcing. Toute la seconde main qu'ils vont mettre en avant dans leur boutique sur leur site internet va revenir chez Smala. Ouais. Donc on a plusieurs leviers de sourcing, mais donc, on reçoit énormément de pièces tous les jours. Ouais. Il faut savoir que Smala, c'est 3000 pièces mises en ligne par jour. Par jour. Par jour. Ok. C'est 600 000 pièces recyclées sur du coup une année à peu près.
Smala, c'est donc du coup, quand tu reçois donc nous, quand on reçoit, les vêtements, qui arrivent tout droit des placards, des parents, les vêtements des enfants, donc déjà on les trie. L'expérience de Smala, c'est de se dire: «OK, on vous vend de la seconde main, mais en fait, on vous vend surtout l'expérience du neuf». La seconde main, elle est impeccable chez Smala. Donc le tri, c'est quelque chose de très important chez nous. Il y a un cahier des charges qui est hyper strict OK. et faut savoir qu'il y a à peu près 30 de rejets. Donc à peu près 30 des produits déjà qu'on ne récupère pas parce qu'ils sont pas impeccables. Ouais. Ensuite, chaque vêtement est repassé, Ouais. pris en photo, mis en ligne. Donc Ouais. après la mise en ligne, tu as plein d'attributs, produits, qui sont, du coup reliés, aux produits qu'on met en ligne. Le prix est défini suivant un algorithme qui a été mis en place, en fonction du coup des différents attributs du produit et en fait, le produit arrive en ligne sur le site, dans la journée. Ouais. Et donc ça, fois 3000 par jour. Ouais. Donc il y a vraiment une chaîne logistique qui est Ouais. assez unique, qui a été créée et qui a beaucoup grandi. Et aujourd'hui, il y a vraiment un savoir-faire d'expert seconde main, dans l'entrepôt, en logistique. Et après, donc du coup, il y a le site Smala sur lequel, du coup, on revend, ces vêtements en seconde main. Ouais. Et du coup, aussi du déstockage de neuf et Smala Collection. Je vais peut-être en parler un peu après, mais Ouais. globalement, voilà Smala. OK, très bien. Et pour, revenir sur ce que tu disais, les vêtements sont repassés, aussi de faire en sorte que ce soit le plus proche du Ouais. neuf, possible. Je parlais avec, une amie, ce week-end qui, Ouais. justement, je disais qu'on allait enregistrer un podcast, avec toi. Elle me dit: «Ah bah, ce là je connais» et elle m'a parlé justement du fait que, elle était assez impressionnée au moment où elle a ouvert, son colis, d'avoir l'impression de recevoir un produit, tout neuf Ouais. et est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous êtes, exigeant ou faites particulièrement attention? Ah, c'est hyper important. En fait, on veut vraiment vendre de la seconde main avec l'expérience du neuf. OK. Alors, déjà, par le cahier des charges et le fait que, du coup, on fait déjà le tri, Ouais. donc il y a pas de mauvaise surprise. Après, parfois, on reprend quelques produits avec des imperfections, mais on le notifie et le prix, du coup, est intéressant. Il y a une réduction de prix. Mais non, l'expérience du neuf, elle est hyper importante, que ce soit dans la navigation du site, dans la réception du colis. En fait, on a toujours voulu que l'ouverture d'un colis Smala soit un plaisir Ouais. et il y a un petit côté aussi où on aimerait que l'expérience soit ludique, en fait, jusqu'au bout, quoi. Et ça passe aussi par ce colis où tu reçois, on en parlera après, mais il y a aussi la force de se dire, tu reçois de la seconde main, des ventes de déstockage de neuf ou des collections, Smala dans un seul et même colis. Tu as plus de 350 marques enfants sur un seul et même site. C'est Ouais. simple, tu vois? C'est, Enfin, vous rendez quelque chose de simple qui est pas si simple, à la base parce que mmh, en même temps, si je sais pas, je veux, cette, veste en jean, vert baudé par exemple, en, 6 mois, ouais, vous allez pas avoir, des dizaines de pièces. Peut-être que dans la plupart des cas, vous avez d'ailleurs qu'une seule, et mmh, unique, référence. Donc, ouais. rendre simple, pour, l'internaute quelque chose qui doit être de l'autre côté, compliqué, ça va être beaucoup de boulot au quotidien. Oui, après derrière Smala, il y a un travail de finesse, d'équilibre de l'offre et de la demande qui est au quotidien, qui fait partie vraiment de notre quotidien. On observe quelque chose, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de stock bébé parce que forcément tu mets une petite robe à un bébé, elle Oui. va voilà, tu vas la mettre 3 fois, la robe elle va être impeccable, limite il y a encore l'étiquette dessus. Ou Heu, limite, oui, effectivement. Moi, j'ai une petite fille et voilà. ça nous est arrivé, il y a quelques semaines de vouloir mettre une robe qu'on n'avait jamais mis, et effectivement, c'est un vêtement neuf, qu'on peut plus mettre et c'est vrai que quand tu parlais de bon sens, tout à l'heure, le bon sens fait que, en tant qu'adulte responsable, heu, on va pas le jeter ce Oui, vêtement-là et on va vouloir, en faire, quelque chose d'utile et que quelqu'un d'autre que nous l'utilise. exactement. Du coup, on croule sous les vêtements de bébé. Mmh mh. C'est-à-dire qu'on reçoit, si on ne régule pas, le sourcing, on a énormément, énormément de vêtements bébés et un peu moins à partir de 2 ans parce que, les vêtements vont plus jusqu'à l'usure. Ouais. Et du coup, c'est un gros sujet chez nous parce que, du coup, tu acquiers des nouveaux clients sur le bébé. Donc, du coup, on a une acquisition qui est très focus bébé. Mais en termes de LTV, tu as envie qu'il ait, des produits à acheter sur de nombreuses années Mmh mh. chez Smala. Et du coup, on s'est retrouvés à un moment, avec un stock bébé énorme. Et puis, quand on a analysé, par exemple, ce que recherchaient les utilisateurs sur le site en taille, en fait, il y avait un écart énorme entre ce que les gens recherchaient et ce qu'on avait en stock. Du coup, depuis, on régule énormément le sourcing, c'est-à-dire que, en fait, on ne reprend pas tout,
Ouais. On met en place des règles. On dit en ce moment, on ne reprend pas, par exemple, le bébé printemps-été, parce qu'on sait qu'on est en train de préparer la rentrée, qu'on est déjà plein de stocks de Ouais. bébés printemps-été, que c'est pas ce qu'on va vendre. Donc, on régule beaucoup. Par exemple, on vend un peu moins les robes, donc en ce moment, on les reprend plus. Enfin, on met des règles, ce qu'on faisait pas avant, mais ça nous permet vraiment de limiter l'afflux de stock bébé. Et à côté, on essaie d'être très malin pour aller chercher du sourcing sur les tailles où on a un peu moins de seconde main. D'où la création de Smala Collection. On en parlera quand tu veux, mais du Ouais. coup, la marque qu'on a créée. Petite question avant de parler de Smala Collection. Si je revends une pièce sur Smala, est-ce que derrière ça se transforme en quelque sorte un crédit que je peux réutiliser sur Smala derrière? Oui, alors du coup, en fait, donc déjà Smala, je tiens à le dire, mais on fait avant tout gagner du temps aux parents, Ouais. parce que c'est un service clé en main. C'est-à-dire que si tu vends, tes 50 body, sur Vinted, on adore Vinted, c'est un regard au quotidien, mais c'est pas la même expérience. C'est-à-dire que tu vas aller, faire tes allers-retours à la poste, ça va être beaucoup de temps, tu vas prendre tes photos, tu vas répondre à chaque personne qui te pose des questions, et cetera. Smala, tu mets tes il y a quand même un cahier des charges, tu fais attention à ce que tu tries un minimum chez toi avant, mais tu mets tous les vêtements dans un carton, tu colles ton bordereau, tu vas à la poste une fois et tu t'en occupes plus. Donc il y a Ouais. vraiment un service clé en main et en plus, donc on te les rachète, et donc une fois que la vente est traitée, du coup dans notre entrepôt, tu vas recevoir un montant sur ton compte Smala. Soit tu peux le virer vers ta banque, donc récupérer ton argent, soit tu peux l'utiliser sur Smala et du coup, tu es abondé de plus 20. Ok. Donc souvent, c'est ce que nos clients font et ça te permet de du coup, racheter des vêtements pour tes enfants et la boucle est bouclée. Ok. On reviendra peut-être sur cette partie-là plus Ouais. tard, parce que ça doit être aussi pour vous un levier d'acquisition de nouveaux clients. Oui. Finalement, plutôt les attirer par la Ouais. vente de leurs propres vêtements que Oui, par les collections que vous êtes, exactement. les vêtements que vous êtes capable de proposer sur votre site. Oui. Très bien. Et avant de parler de Smala Collection, est-ce que tu peux nous définir davantage et Excuse-moi. cadrer ton Qu'est-ce rôle que au je sein de fais? Smala, tes équipes, etc. Donc je suis CMO, chez Smala, donc directrice marketing. J'accompagne, Smala au global sur toute sa croissance, Ouais. avec une double casquette qui est vraiment quelque chose dans lequel je tiens depuis toujours. C'est, une casquette très perf, très Mhm. data, on est dans une démarche test and learn au quotidien et une casquette très branding. Heu, je suis assez convaincue que l'un va pas sans l'autre, et que du coup, on en parlait tout à l'heure, mais voilà, le contenu est clé. Et donc du coup, je chapeaute tout le marketing avec ces 2 approches qui me sont chères. Donc je suis responsable de toute, l'animation, opérationnelle du marketing, au quotidien, tout le run, donc en effet, nos campagnes d'acquisition, notre CRM, les newsletters. Je suis en charge de toute la partie acquisition, de toute la partie également du site internet, la conversion sur le site, enfin le tunnel marketing classique de la notoriété, au trafic, à la conversion, avec des gros enjeux aussi de fidélisation. Et moi, j'ai un rôle pour accompagner l'équipe. Il y a pas mal de choses que je fais aussi en direct, parce qu'on est une équipe assez courte. Et je travaille aussi beaucoup avec, du coup, Aude, qui est la fondatrice, Ouais. et Damien, qui est le COO. Et en fait, on travaille beaucoup aussi à gérer cet équilibre entre l'offre et la demande permanent. Moi, j'arrive souvent en réunion en disant: «Bah, voilà ce que les gens recherchent sur le site. Comment on fait pour avoir les bons produits, pour ne pas avoir de manque à gagner?» Donc il y a aussi cet équilibre, global au quotidien, du coup, avec l'équipe. Et donc, aujourd'hui, on est en pleine transition, sur l'équipe marketing. Il y a des cycles dans les boîtes et là, on est en plein cycle. Donc on a Florian qui vient d'arriver là, il y a un mois, qui est responsable gros c'est e-commerce. Donc lui, il va s'occuper du coup de toute la partie, site internet, notamment en ce moment un gros projet de refonte, Ok. du site internet. Donc il ne s'ennuie pas aussi, c'est un peu comme moi quand je suis avec le rebranding, je rigole en me disant: «Bah, toi, c'est un site internet, chacun son truc». Donc il sera en charge de toute la partie CRO, site internet, animation du site, optimisation et cetera au quotidien. Il sera aussi en charge de toute la partie CRM, également donc le CRM, Flow, Strat et cetera, mais aussi le CRM, campagne, newsletter, le run de l'animation commerciale. Ouais. Et ensemble, on va former un binôme sur l'acquisition, Ok. pour l'instant, parce que c'est clé. Peut-être qu'à la fin, je confierai le bébé, à 100 mais voilà, aujourd'hui, on est accompagné par une agence en acquisition, et donc il va m'accompagner sur cette partie-là. Et donc j'ai également Colline,
qui revient de congé mat en septembre, qui est responsable des contenus. Donc, on a vraiment une personne qui est dédiée à 100% à la création de contenu chez Smala. Ouais. Donc, elle, au quotidien, Colline, elle s'occupe surtout de la création de contenu, acquisition et organique. Ouais. Alors, à la base, elle était venue beaucoup sur la partie organique réseaux sociaux. Mais en fait, il y a un moment, quand tu analyses tes stats et que tu regardes qui voit quoi, en fait, tu te rends compte qu'ils vont bien. Enfin, tu as intérêt à mettre quand même ton énergie sur l'acquisition avant de la mettre sur l'organique. Donc, on essaie de, voilà, de travailler de la manière la plus fine possible pour bien s'organiser, pour qu'il y ait des synergies entre les deux et qu'on pense acquisition avant de penser organique, même si on n'oublie pas la partie organique. Elle est aussi en charge de toute la partie shooting. Donc, du coup, de gros shooting pour Smala. Ok. Et là, elle va aussi monter un peu en puissance sur la partie influence. Parce qu'on relance aussi l'influence, notamment avec les lancements de collections de Smala Collection. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, c'est tout. On a également Noémie, quand même, qui arrive en alternance et qui, elle, va surtout être graphiste. Et en fait, elle va nous aider à intégrer toutes les newsletters au quotidien. Ouais. Parce qu'on se rend compte beaucoup qu'au quotidien, on est assez bouffé par les créations des newsletters. Parce que nous, on personnalise beaucoup Ouais. aussi nos communications. On veut pousser le bon produit à la bonne personne. On essaie de ne pas envoyer la même newsletter à un acheteur bébé qu'à un acheteur d'ado. Voilà, on a quand même pas mal d'audiences différentes au sein de Smala. Du coup, on multiplie beaucoup le CRM. Donc, on a vraiment quelqu'un qui va être là pour gérer le run des campagnes et qui a une approche quand même très graphique aussi, parce qu'on tient toujours à garder cet ADN. Et voilà. Finalement, derrière une newsletter, tu as beaucoup de strats, tu as du concept, mais voilà, il faut aussi la designer, quoi. Très bien. Voilà, donc petite équipe, mais on est assez efficace et bien organisé pour avancer. Très bien, ouais, une bonne équipe bien complète pour pouvoir piloter l'acquisition d'une marque en Ouais, ligne. Sur ce que tu viens de dire, j'ai plein de questions que je veux vas-y. te poser. Déjà, tu parles de migration vers un nouveau site. Enfin, est-ce que c'est un changement de CMS ou plutôt une refonte? Ou les deux? C'est les deux. Ok, C'est les deux. On fait une refonte, on va passer sur Shopify. ok, Shopify avec qui j'avais beaucoup travaillé chez Balzac avec ouais, Shopify, donc je suis arrivée chez Smala avec un Shopify en tête où j'avais l'habitude d'être hyper agile, en tout cas chez Balzac. Et Smala, en fait, c'est un CMS complètement sur mesure. Et du coup, le marketing n'a pas du tout la main sur le site comme on aimerait l'avoir. ouais, Donc, on a développé plein de choses, quand même en interne, pour avoir de plus en plus la main. C'est vrai que quand je suis arrivée, il fallait faire un ticket pour changer un slider. ouais, C'était vraiment compliqué. Là, ça va un petit peu mieux, mais on a besoin de cette agilité pour concrètement faire du marketing sur le site, quoi, ouais. animer au quotidien, avancer sur la partie CRO, AB tester, etc. Donc, on a besoin de cette agilité. Et en plus, on avait un besoin de refonte quand même globale du site. C'est un site qui a en fait évolué en interne à 100%. Ok, Avant, on avait Claire qui était web designer en fait, qui était là à plein temps pour du coup faire grandir le site sur Figma. On faisait les maquettes ensemble. Après, on les proposait aux devs. En fait, on faisait évoluer le site au fur et à mesure. Ce qui est une bonne chose aussi. Mais le problème, c'est que tu arrives avec un site où tu as une partie du site que tu as refait il y a 2 mois qui est hyper propre, tu en es très fière. Et puis, tu as des vieilles pages mm, que tu as faites il y a 4 ans et qui sont un peu, un peu has-been. Et du coup, tu manques un peu d'uniformité sur ton site. Et puis, à un moment, je pense qu'il faut aussi savoir s'entourer les experts. Et notamment sur une refonte UI, UX du site. On avait envie d'avoir un œil frais ouais, et de se faire accompagner par une agence pour voilà, refaire le site. Donc, on a une refonte du site totale, plus un passage sur Shopify. ok, très Donc, bien. gros projet pour nous. Et est-ce que vous aviez aussi potentiellement des problèmes de lecture des chiffres que vous cherchez à aller combler en passant sur Shopify? Peut-être aussi un petit peu. C'est vrai que sur les KPI du site, on était sur une analyse très franchement classique sur GA4. Mm, Moi, j'ai vraiment envie d'accélérer le marketing sur le site, d'avoir vraiment une approche CRO complète. ouais, Et oui, Shopify, ça répond aussi à ça, c'est de pouvoir AB tester plus facilement les choses et puis changer les choses, enfin, je veux dire, en 3 clics plutôt que d'attendre une semaine. Voilà, c'est pas du tout la même agilité, c'est pas du tout la même façon de travailler. Et oui, oui, clairement, et l'arrivée de Florian, c'est aussi ça, c'est en fait avoir quelqu'un qui est dédié à la conversion sur le site, qui va aller AB tester au quotidien, voilà, le moindre passage stratégique, quoi. ouais. On en parlait avec Mathieu, le cofondateur Oui. d'Underdog.
dans un précédent épisode. Et effectivement, il nous disait que pour lui, le gros enjeu avant l'acquisition, c'était de s'assurer que son taux de Mmh. conversion soit le plus optimal possible. Et c'est encore plus le cas quand on est sur de la seconde main. Exactement. La seconde main, le taux de conversion, c'est un gros sujet. On a un taux de conversion, je pense, qui est un peu plus bas que la moyenne parce que c'est de la seconde main. Ouais. En fait, le chemin, il est long jusqu'à la validation du panier parce qu'à la fois, tu arrives sur un flux aujourd'hui de 150 000 références uniques. Ouais. Donc, il y a un gros sujet de pousser le bon produit à la bonne personne, de rendre la recherche le plus facile possible. Donc ça, c'est un travail qui honnêtement, qui est hyper compliqué. On teste plein de choses. Et là, la refonte, ça nous permet de refaire des user tests, de vraiment se remettre en question. Mais parfois, trop de choix tue le choix. Et on a vraiment ce sujet de se dire, il faut apporter l'offre sur un plateau, en fait, auprès des clients. Donc, c'est ça qui est plus compliqué. C'est-à-dire qu'en première main, par exemple, pour avoir connu Balzac avant, tu as quelques produits best-sellers. En acquisition, par exemple, tu sais que ton sac César, c'est un carton, que c'est ton produit d'acquisition, bah, tu le balances en créa, tu sais que tu as de la profondeur de stock parce que tu as prévu que tu allais en vendre beaucoup. Ça va tout seul. Le client, il arrive sur une fiche produit, un clic, il achète, etc. Là, ce mal-là, déjà, il faut expliquer un concept. Ouais. Tu arrives, faut prendre un petit peu de temps quand même pour faire ton panier. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de produits, beaucoup de références uniques. Donc c'est vraiment, on travaille vraiment au quotidien pour fluidifier l'expérience, mais c'est quelque chose qui est différent du neuf, en effet. Ouais. Voilà. Non, c'est super intéressant ce que tu dis et ça reflète le fait qu'aujourd'hui, une acquisition, c'est pas juste les bons boutons sur lesquels on appuie, mais c'est surtout une vraie logique et se mettre dans les baskets de son client. Et Exactement. effectivement, j'imagine que vous avez beaucoup à gagner parce que y a certainement des pièces qui sont plus recherchées, mais il faut que vous ayez entre guillemets le bon équilibre entre l'offre et la demande. Exactement. Et puis vraiment, la référence unique, c'est très différent. Tu vois, même la taille, c'est bête, mais tu Ouais. vois, en acquisition, genre dans un flux produit Google Shopping, en fait, la personne va avoir un pull, elle va se dire cool, je clique dessus, mais en fait, non, le pull, il est en 3 ans. Ouais. Elle recherchait du 8 ans. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, le chemin est beaucoup plus compliqué. En termes de gestion aussi, parce que vous, une fois que vous avez vendu ce pull, il est du coup out of stock. Et donc vous devez gérer ça, vous assurer que ça ne crée pas des problèmes sur Merchant Center, etc. Oui, ça, on fait gaffe à ça, mais en effet, là, du coup, je prends peut-être un peu d'avance sur la partie acquisition, mais la référence unique, c'est un gros sujet sur la partie Google Shopping. Et, Perfmax, là, on est encore en train de retester des choses. Mais c'est sûr que pour avoir beaucoup parlé avec Google en direct du sujet seconde main, en fait, l'algo Google, il apprend du succès des produits. Donc, en fait, toi, ton produit s'est vendu, marche, il s'est vendu. Donc, en fait, l'algorithme, il est pas encore fait à 100% pour de la seconde main. Donc, on essaie de tester des choses sur des approches de marque, des approches de récence produit. On teste des choses totalement différentes, mais tu as forcément plus de bâtons dans les roues que sur de la première main. Ouais. Vu qu'on est en train de parler d'acquisition, on va continuer de parler de ce sujet-là, et puis peut-être qu'on reviendra ensuite sur la partie le futur de Smala, notamment avec cette nouvelle collection. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, oui, effectivement, ça freine l'apprentissage des campagnes, et ça doit être un vrai travail de fourmi sur un catalogue aussi fourni, de s'assurer que tout est bien en place au bon moment pour optimiser l'investissement le plus possible. Exactement. Sur Shopping, là, en ce moment, on a une stratégie de vraiment segmenter les produits par récence, parce que ta logique n'est pas forcément la même si un produit est neuf, est arrivé récemment dans le stock, que si il est là depuis 1 an. En fait, tu as une logique plus d'acquisition nouveauté, et tu as une logique plus de déstockage avec le fond du stock. Donc, tu n'as pas forcément les mêmes objectifs de retour sur investissement en fonction de ta récence produit. Donc, en ce moment, on travaille beaucoup comme ça. Après, on analyse aussi beaucoup la performance par marque. Il y a des marques qu'on a sorties du flux produit parce qu'elles elles ne fonctionnaient pas en acquisition. Ce n'est pas des produits d'appel. Donc, on s'est dit, on les sort du flux. En fait, on a une finesse dans l'analyse au quotidien du flux produit, parce que la moindre marque, la moindre taille qui ne fonctionne pas, en fait, elle peut vraiment venir te foutre en l'air ton retour sur investissement global de ta campagne. Donc, on regarde ça de très près. Et puis, la difficulté un petit peu aussi qu'on commence à avoir, c'est qu'on a 3 business. Ouais. On a la seconde main, on a le déstockage de neuf, et on a maintenant Smala Collection. Et en fait, on a 3 business. On a la seconde main, on a le déstockage de neuf, et on a maintenant Smala Collection. Et en fait, on a 3 business. On a la seconde main, on a le déstockage de neuf, et on a maintenant Smala Collection.
tu n'as pas forcément les mêmes audiences, Ouais. tu n'as pas forcément les mêmes comportements, les algorithmes, etc. Donc, il y a aussi un gros sujet de te dire où est-ce que je vais placer ma seconde main, où est-ce que je vais placer mon déstockage de neuf, comment je laisse la place à la seconde main et je ne me fais pas bouffer par le neuf. Donc voilà, il faut bien Ouais. distinguer les campagnes. Et donc, du coup, tout à l'heure, tu disais que 80% aujourd'hui, c'était de la seconde main. Est-ce que c'est parce que vous avez plus d'offres sur la seconde main ou c'est parce que c'est simplement une offre qui fonctionne mieux que le déstockage? Non, parce qu'en volume, on a beaucoup. C'est très proportionnel au volume Ok. de ce mal. Ça reste vraiment le cœur du business. Le déstockage de neuf, c'est une opportunité de trafic surtout, Ouais. de faire revenir les gens sur le site. Et tu restes quand même dans une logique vertueuse. Le produit existe déjà, on va le remettre en avant. Donc c'est très bien. Après, le piège, c'est que c'est facile, hein. Le déstockage de neuf est très facile en acquisition. Ouais. C'est-à-dire que on a eu des expériences où quelques campagnes sur Meta, 100 balles sur des ventes de déstockage de neuf parce que le produit neuf, tu as un super prix, donc ça part tout de suite. Mais du coup, tu acquiers des clients très opportunistes. Ouais. Et après, quand tu étudies un peu plus tes cohortes par derrière et tes LTV, etc., tu te rends compte que c'est des clients qui ne viennent pas racheter chez Smala et qui n'ont pas acheté de seconde main. Ouais. Donc, c'est un peu de l'acquisition sale et ce n'est pas la stratégie qu'on veut avoir. Je ne sais plus pourquoi je te disais ça, mais oui. Et ça arrive parfois qu'une personne vienne pour le déstockage et dans son panier rajoute une pièce de seconde main. Enfin, j'imagine que ça arrive, mais est-ce que c'est rare ou est-ce que finalement c'est Ça aussi un arrive. moyen d'acquérir sur de la seconde main? C'est à peu près les paniers mix, 20% des paniers Ok. sur un an. Après, je ne sais plus, à 10% près, si je ne dis pas de bêtises, mais 70% restent des paniers 100% seconde main. Ok. Ceux qui nous dérangent un peu, c'est ceux qui, du coup, les paniers avec seulement du déstockage de neuf, Ouais. parce que c'est des petits paniers qui te font baisser ton panier global. Ouais. Et des clients plus opportunistes qui ont pas forcément, sont pas arrivés par la conviction de la seconde main et qui vont pas forcément, du coup, être particulièrement affinitaires avec ce mal après, quoi. Ok. Très bien. Voilà. C'est pour ça qu'on veut bien distinguer en acquisition le budget qu'on met sur le déstockage de neuf, le budget qu'on met sur la seconde main. Les marges ne sont pas les mêmes, les retours Ouais. sur investissement ne sont pas les mêmes. Là, tu vois, sur Meta, on est en train de faire un test de distinguer deux ASC+, une ASC+ seconde main avec Ouais. un lookalike sur nos acheteurs seconde main et une ASC+ déstockage de neuf. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on avait les deux dans une même ASC+, en fait, dès que tu avais une créa qui s'emballait sur le déstockage de neuf, du coup, elle bouffait toute la visibilité des créas seconde main. Et du coup, on a le sentiment de ne pas assez laisser sa chance à la seconde main et de ne pas attirer assez de... Ouais. Voilà. Et ça, c'est super intéressant. Petite question avant de partir sur Meta. Tu parlais de Google tout à l'heure. Est-ce Oui. que c'est votre levier d'acquisition prioritaire ou juste que c'est bien Non. équilibré avec Meta ou est-ce que c'est Meta? Non. Google, c'est la référence unique est quand même alors, c'est quand même 45% de nos investissements Google, donc ça reste Ouais. important, mais plus le temps passe, plus je pense que on va peut-être réduire sur Google et augmenter sur Meta, parce que la référence unique est quand même un frein, et on a besoin d'expliquer un concept. Ouais. Tandis que Meta nous permet quand même d'expliquer qui on est, de créer du nouveau trafic. Et bien sûr, ce trafic se retrouvera sur Google après. Mais aujourd'hui, on est plutôt sur 55% sur Meta et 45% sur Google. J'écoutais ton podcast avec Mathieu. Là, typiquement, je pense que eux, peut-être que c'est très stratégique sur l'électroménager. Ils ont peut-être trouvé le bon créneau pour vendre sur Google. Nous, c'est hyper concurrentiel, Google, déjà sur la mode. Et du coup, la référence unique, on n'a pas des mauvais résultats, hein, mais je pense qu'on a un plafond de verre. Ouais, bien sûr. La différence avec Mathieu, c'est qu'acheter par exemple un lave-linge de Ouais, il seconde a les main, moyens aussi. c'est pas quelque chose que je vais faire sur un coup de tête un dimanche Ouais. après-midi. C'est parce que j'en ai besoin à ce moment-là. Ouais, Vous, en l'occurrence, vous pouvez aller attirer de l'attention, de la curiosité, oui. étant donné que vous avez aussi des paniers moyens qui sont beaucoup plus raisonnables, et puis d'autant plus sur le bébé où on peut dire ah ça c'est trop mignon, je l'achète. Meta peut être un levier intéressant pour vous pour aller capter cette attention, Ouais. présenter ce mal-là, présenter le concept. En fait, on a moins une approche produit, on a une approche concept Ouais. en acquisition. Enfin, le premier touch avec les clients, enfin les futurs clients, c'est quand même eh oh, vous en avez marre de vous dans les vêtements de vos enfants. Enfin, Ouais. on a plein d'accroches, mais c'est pas le produit parce que
le produit, tu n'as pas de profondeur de stock sur la seconde main, quoi. Ouais, et puis c'est aussi Les marques, beaucoup, mais mmh. Il y a l'état d'esprit, c'est aussi, ouais, peut-être que, tu as un enfant, mais tu es aussi sensible à tout ce que, ça peut avoir comme, impact environnemental et tu veux être dans une démarche beaucoup plus, responsable en termes de consommation. Il existe des solutions comme Smala qui, ouais, c'est vrai. apportent beaucoup de bon sens, au quotidien et ça, tu peux pas l'expliquer sur Google Ads ou Exactement. peut-être sur du YouTube et cetera, mais Meta semble être un levier qui permet de le faire, Oui. plus facilement. Et puis sur le retargeting, on a pas mal d'animations commerciales, notamment avec les ventes flash et cetera. Donc on a enfin, Meta, c'est aussi un moyen de mettre aussi en avant, voilà, l'animation commerciale. C'est un levier qui finalement fonctionne mieux, même si tu regardes ton retour sur investissement Meta, ton retour sur investissement Google, tu vas te dire: «Ah bah, OK, je mets tout sur Google». Mais non, en fait, quand tu coupes Meta, sur le business global, tu le sens. Ouais. Et tu le sens sur 2-3 mois, en fait, tu as Mmh besoin de mh. Meta pour grandir. Parce que l'attention que tu crées sur Meta se répercute sur de Exactement. l'intention sur Google, mais l'inverse est pas Non, vrai. exactement. Top et donc tu parlais tout à l'heure de structure de compte où vous essayez de Ouais. segmenter, ce qui est de l'ordre du déstockage et de la seconde main, Mmh. certainement aussi de la nouvelle collection dans des campagnes qui sont différentes? Oui, c'est ce qu'on là, on fait ça récemment parce que justement, c'est ce que je te disais, c'est que on n'avait pas le contrôle sur l'offre, Ouais, et on avait vraiment envie de l'avoir, même d'un point de vue business et de marge, en fait, on a beaucoup plus intérêt à pousser la seconde main et on veut pousser la seconde main. Donc du coup, là, on est en train de distinguer, l'ASC+, focus seconde main, parce que moi, je suis persuadée que c'est pas forcément la même audience, en fait et ouais, que du coup, je veux vraiment, que l'algo grandisse sur cette audience à part et quand même ne pas se priver de certaines opportunités sur le déstockage de neuf, mais de bien la mettre à part avec un budget qui est capé, cette campagne, pour la maîtriser. ouais, Donc ça, c'est important. Après Smala Collection, on commence tout juste l'acquisition, mais c'est peut-être le moment où je vais pouvoir parler de Smala Collection, mais c'est avant tout, une réponse pour de la rétention Smala Collection. ouais, Parce qu'on a créé Smala Collection, parce que justement, il y avait des trous dans la raquette ouais. sur l'offre produit à partir de 2 ans, à partir de 18 mois et du coup, on s'est dit: «Bah, c'est trop dommage, en fait, on a des clients qui recherchent, qui adorent Smala, qui recherchent des produits qu'ils les trouvent pas. Donc on va les créer, on va créer des iconiques, durables, de bonne qualité, qui restent à un prix accessible. On va créer juste ce qu'il faut et on va voir ce qui se passe et pour l'instant, c'est plutôt un succès et Ouais. donc du coup, Smalaco, ça répond plus à un objectif de CRM, de rétention, que d'acquisition. Même si on fait des petits tests, mais je préférerais qu'on reste très focus, seconde main sur l'acquisition. Ouais, donc Smala Voilà. Collection, c'est votre, verticale, neuve. Ouais. Moi, je trouve que les pièces, elles sont trop chouettes. Enfin, vous avez réussi à faire quelque chose de vraiment beau, Ouais, ça, c'est Aude, qui a qui vraiment, tout créé, qui s'est, ouais improvisée, créatrice. Ouais, et si ça doit fonctionner, ça doit elle a être, cartonné, ouais. aussi en grande partie Mmh. pour ça. C'est souvent le cas en prêt-à-porter, hein. Si, ça Oui, fonctionne, c'est souvent parce que déjà le produit, donne envie, à exactement l'origine. et je pense que c'est simple. Enfin, tu as 4 suites, 4 coloris, enfin, tu vois, tu as pas besoin Ouais, d'aller, faire son shopping, sur 4 sites différents. Tu as un côté clé en main que je trouve, hyper cool, en effet et ouais, là, le rapport qualité-prix, il faut tester pour le voir, mais ouais il est vraiment cool. et donc vous, ouais, vous avez constaté que c'était facile d'avoir, de l'offre sur les moins de 18 mois, grosso modo, mais Ouais, au-delà de ça, vous de commenciez temps, à manquer de références. Donc pour complètement. pouvoir continuer à proposer une alternative, responsable à vos clients, ce qui faisait plus de sens, c'était de pouvoir leur proposer Ouais. peut-être du neuf, mais qui est mieux fabriqué, avec des bonnes matières et à un prix, bien travaillé. Ça a été un sacré pari côté marketing parce que, bon, quand tu es l'expert de la seconde main et que tu dis: «Coucou, on va créer Ouais. une marque de neuf», il y a des choses que tu disais avant que tu peux plus dire en termes d'accroche, enfin, Mmh c'est mh. très différent, mais on l'a plutôt bien expliqué. Le storytelling était important et l'objectif, c'est aussi du coup, de proposer une expérience complète sur un seul et même site. C'est Ouais, facilite ça va aussi avec le côté, vas on facilite la vie des parents, en fait. Ils vont faire leur plein chez Smala, ils vont trouver, des collections, neuves, durables, ils vont trouver de la seconde main et voilà, on leur propose une expérience 360 ouais, et complète. Donc c'était l'objectif et pour revenir à l'acquisition, quand tu parlais du bébé, n notre acquisition est aussi très focus sur les jeunes parents. ouais, Ça, c'est un quelque chose que je dois dire toutes les semaines à l'agence, mais je fais ma police là-dessus. Enfin, en fait, il faut que nos audiences soient des audiences de jeunes parents parce que, un client qu'on acquiert sur des bébés, il va réacheter ouais.
Un client qu'on acquiert avec des enfants qui ont 8 ans, déjà, on a moins de choix, donc il va moins convertir. Et puis, on va le garder moins longtemps. Et on a ce stock bébé qu'il faut aussi écouler. Et c'est vraiment l'acquisition qui va l'écouler. Donc, on est très, très, très focus sur les jeunes parents. Et c'est pour ça que cette année, on a lancé la gamme maternité. Ouais. Donc, on a lancé du coup la seconde main, mais pour les femmes enceintes. Ça a été un carton sur la demande. Il y a une vraie demande, Ouais. au point que l'offre a presque pas assez suivi. Et du coup, le problème, c'est plus de se dire comment on va se sourcer. Mais ça a été vraiment un carton. Et la stratégie de se dire, en fait, la maman, elle va acheter, la future maman, elle va acheter ses vêtements de grossesse. Elle va commencer à acheter ses premiers bodys pour son bébé. Et là, elle rentre en fait dans ce mal-là au moment où son enfant est le plus jeune, c'est-à-dire quand il est encore dans son ventre. Ouais. Et voilà. Ouais, parce qu'il y a un vrai enjeu aussi de LTV de votre côté. Les enfants grandissent vite, doivent acheter, on doit leur acheter plutôt des nouveaux vêtements qui vont fitter leur taille régulièrement. Effectivement, vous avez tout intérêt à pouvoir travailler, Oui. accompagner des parents le plus tôt possible dans leur maternité et paternité. Exactement. Donc on essaye vraiment de, même si ce mal-là est quand même encore beaucoup aujourd'hui incarné par des enfants, je fais un peu parfois la police en disant il faut qu'on l'incarne par du bébé parce Ouais. qu'il faut aller chercher vraiment des jeunes parents. Et on parlait tout à l'heure de structure de compte sur Meta. Oui. Est-ce que vous faites en sorte justement d'avoir aussi, potentiellement de la seconde main, mais très focus, sur bébé et de mettre Oui. vos investissements en priorité dessus? Alors c'est sur les campagnes trafic OK. qu'on a vraiment on a 2 campagnes trafic, une maternité, Ouais. donc très focus vêtements de grossesse pour aller chercher du coup des futures mamans. Et ça redirige vers des produits ou plutôt vers Vers des articles de la blog? landing page, Ouais. aujourd'hui on est très produit. OK. Mais en effet, il y a un gros axe d'accélération sur la partie plus édito, je pense. Donc du coup, non, on a vraiment une campagne trafic maternité, une campagne trafic bébé. Ouais. En fait, mais les deux sont, soit on renvoie vers du bébé, soit on renvoie vers de vêtements maternité. Et après, on a des SC+, plus global, seconde main et des stockages neufs. Ouais. Voilà. OK. Et du retargeting. Tu Très bien. connais mieux que moi. Ouais, bien sûr. Non, mais pour revenir très rapidement sur ce que tu disais tout à l'heure, je pense que nous, on était un peu habitués avec le temps à avoir une campagne ASC+, dans laquelle on mettait toutes les publicités de nos clients, mais effectivement, ça donne cette frustration d'avoir quelques ads qui prennent tout le budget et souvent celles qui ont la meilleure offre. Mais parfois, celle qui a la meilleure offre, c'est pas celle qui va te permettre de travailler le moyen et le long terme. Et donc, c'est bien de pouvoir créer des campagnes qui sont différentes et qui vont, comme tu le disais aussi tout à l'heure, s'adresser à des personnes différentes. Si toi, tu Oui. sais que ton audience seconde main, c'est pas la même que celle de Mm. déstockage, en fait, en mélangeant les deux, l'algo, il va limite moins bien fonctionner pour les deux que si tu les sépares, Ouais. parce que c'est des personnes qui ont des affinités différentes, des profils différents. Meta sait très bien qui va être intéressé par tes publicités. Et du coup, si on met deux publicités qui vont intéresser des personnes différentes, finalement, ça vient plus brouiller les pistes Exactement. que améliorer la boussole de diffusion. Oui, je pense que ça dépend vraiment des business. En fait, ce qui est très important, c'est de s'adapter à son business sur Ouais. Meta. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui marchent Et- chez les uns et pas chez les autres. Et moi, la première, quand je suis arrivée chez Balzac avec des codes de la première main, ça met un peu de temps Ouais. quand même de te rendre compte des difficultés de la seconde main. Et que, en fait, non, c'est différent. Les règles ne sont pas les mêmes. Il faut retester les choses. Puis ça te permet aussi de piloter tes budgets selon ce dont tu as besoin sur le moment, quoi. Exactement. Très bien. Et donc, la créa, vous avez une personne en interne qui s'en occupe. Petite parenthèse, moi, je regarde très souvent la bibliothèque publicitaire de Smala parce que je trouve que Le c'est fameux, vraiment oui, je l'utilise toujours. Moi aussi, un très bon exemple pour beaucoup de marques de prêt-à-porter, même au-delà de la seconde main, parce que on a une fondatrice qui prend la parole face à la caméra. Ça, tout le monde n'est évidemment pas à l'aise de le faire, mais ça permet de raconter beaucoup d'histoires et d'avoir, j'imagine, de votre côté, beaucoup d'agilité dans les tests créa. Oui, déjà, on a une chance que tout le monde n'a pas, c'est qu'on a un super terrain de jeu, c'est l'entrepôt. Donc, on travaille à Carquefou, les bureaux sont aussi à Carquefou. Ok. Donc, on est à l'entrepôt tous les jours. Donc, on a décidé d'incarner aussi Smala par cet entrepôt. Donc, en fait, on a un terrain de jeu au quotidien. Ouais. Après, on a une personne à 100% dédiée au contenu, donc qui tous les jours va essayer de créer des nouvelles créas. Et après, on a appris pas mal de choses. Je pense que les règles de créa sur Meta ont beaucoup changé. C'est-à-dire que
moi, je suis assez convaincue que plus une pub ne ressemble pas à une pub, Ouais. plus elle va fonctionner. Donc, en fait, pour avoir testé beaucoup de choses, ce qui fonctionne, c'est la vraie vie, c'est des choses hyper spontanées, c'est presque parfois quand tu mets pas ton logo, Ouais. que tu t'interpelles, bon, forcément les 3-4 premières secondes sont toujours clés, mais que tu interpelles les gens sur des contenus très authentiques. On a la chance d'avoir Aude, en effet, qui incarne aussi, pas mal ce mal-là, donc qui est dispo, qui est là avec nous, donc voilà, tu peux lui dire: «Aude, dans 2 heures, est-ce que tu es dispo? On va te faire une vidéo». Le soir, on l'envoie à l'agence. Enfin, Ouais. tu vois, il y a une agilité qui est quand même, géniale. Qui est une vraie force, hein, quand on Mmh. investit en social ads, pouvoir, avoir une idée, le matin et la sortir, l'après-midi. Bah, ça permet enfin, ça offre des possibilités que on ne peut on a Oui, c'est vrai. enfin, ça offre des possibilités qui sont des freins si, on n'a pas cette, agilité-là. Oui, on est autonome, on est indépendant, on peut, avancer sur la créa tout seul et c'est vrai que c'est une force. Après, parfois aussi, faut pas qu'on reste Ouais, que dans ce, du coup, créneau du homemade dans l'entrepôt et on essaye de tester les choses, tu dois le savoir, mais tu as toute la partie UGC, comment ouais, tu développes l'UGC sur la pub, c'est pas facile parce que, demander à des personnes, leur image pour aller faire de la publicité, c'est pas ouais, évident. Donc on essaye là d'aller voir des clients en échange de codes promo, d'essayer ouais, de vraiment trouver des vrais UGC. Parfois, tu vois, on fait beaucoup d'homemade, c'est super, mais on a envie aussi de retester des choses un peu plus propres, plus noto de marque, et ouais. peut-être mettre le budget. Donc voilà, c'est super d'avoir, cette agilité de la créa en interne, mais il faut pas du coup rester que là-dedans aussi. Je Ouais. pense qu'il faut toujours se renouveler, il faut tester les choses. Mmh mh. Puis au-delà de la manière dont le contenu est fait, est-ce que c'est du homemade? Est-ce que Mmh. c'est de la vidéo, de l'image et cetera? Je pense que c'est toujours bien de se poser la question: à qui il est censé s'adresser? Est-ce qu'il est Oui, censé s'adresser à des personnes qui, n'ont jamais entendu parler exactement. de ce mala et qui vont devenir de futurs parents? Bah, Mmh. l'accroche et le message va pas être le même que si je m'adresse à des personnes qui, ont déjà acheté chez moi ou qui Bien sûr. sont, des jeunes parents qui achètent déjà des produits et s'ils voient une bonne opportunité parce qu'il y a un déstockage ou, il y a des, pièces moins chères, ici, bah, ils vont, cliquer dessus et c'est un peu une sorte de funnel, tu vois? Alors le haut, le Exactement. milieu et le bas du funnel, quoi. Donc ça, c'est très important et souvent, je dis aux filles, enfin, avant de créer les contenus, là, c'est vraiment une vidéo pour, Ouais, des parents qui ont jamais entendu parler de nous, certainement, qui attendent un enfant, mais vraiment ils savent pas qui on est, donc on crée la créa en ayant ça en tête. Là, ouais. on parle de rétention, on fait une animation commerciale, les gens nous connaissent déjà. Là, par contre, faut qu'on ait en tête que les gens ne nous connaissent pas et qu'on a 3-4 secondes, pour, convaincre Mmh. et attirer la curiosité. Et souvent face à ça, il y a un dilemme, qui est pas facile, hein, mais c'est que, bah, si par exemple on fait une créa top of funnel, Ouais. qui se destine à des personnes qui ne le connaissent pas encore Mmh. et qu'ensuite on la juge par rapport à une créa qui est beaucoup plus, destinée à du bottom of Bah funnel, oui, ça bah, quand on compare les 2, on dit: «Ah ouais, mais c'est toujours celle du bottom of funnel qui a un meilleur retour sur investissement». Parce que c'est ouais, naturel, on s'adresse à des personnes qui sont plus ouais. proches de l'achat. Vous arrivez un peu à pas tomber dans ce piège-là? Parce que je sais que c'est assez, difficile finalement. Non, mais j'ai beaucoup grandi là-dessus parce que j'étais la première à tomber dedans. Moi, maintenant, je pars vraiment du principe qu'il y a des campagnes de trafic qui ont Ouais, un objectif de trafic. On met à peu près 15 du budget sur du trafic et OK, les fois où on l'a coupé, on l'a toujours regretté. On s'est toujours dit: OK, «Il faut garder du trafic parce que c'est ce qui nous fait grandir». Et sur une campagne de trafic, je sais que je vais pas gagner de l'argent. ouais, Je le sais et mon retour sur investissement, mes créas, du coup, que je vais tester sur du trafic, je sais que ce sera pas du tout le même retour sur investissement que des campagnes de conversion plus bas ouais, de tunnel. Donc, c'est plutôt dans la typologie de la campagne que je le sais déjà et après, par contre, je vais comparer différentes créas qui ont le même objectif de trafic ensemble pour voir du coup, les meilleurs taux de clic, les meilleurs, enfin, surtout la partie de taux de clic ou diffusion et cetera. Sur la conversion, je vais comparer les campagnes de conversion ensemble, mais je vais jamais comparer une créa de trafic avec une créa de conversion. ouais, OK. Voilà, là, c'est vraiment, je pars du principe que le trafic n'est c'est mon chiffre de demain, mais c'est pas mon chiffre, Ouais, tout de suite. ouais, ouais, Voilà. bah, je pense que c'est vraiment la bonne démarche qui est pas si simple que ça parce Mmh. qu'on est tous, à vouloir voir la performance court terme la plus, C'est un haute piège. possible. Mmh. Mais, bah, parfois négliger le moyen et le long terme, c'est, finalement brider son court terme et il faut savoir prendre un pas de recul. C'est pas si facile que ça. Non, puis je pense que je suis persuadée, même si on sait pas tout sur les algos méta, mais qu'à un moment, si tu es que dans la conversion et de retour sur investissement court terme,
je suis persuadée qu'à un moment, tu touches les mêmes personnes, Ouais, tu tournes autour de la même audience et en fait, il faut aller chercher de nouvelles. Il faut aller agrandir l'audience, c'est hyper important. ouais, exactement. Et, Voilà. et souvent, les audiences passent davantage par le contenu publicitaire qu'on va mettre au bout de sa campagne à qui il s'adresse plutôt que par les audiences telles quelles qu'on va Exactement. les configurer. Et en Voilà. termes de levier social ads, vous êtes principalement Meta ou vous avez déjà fait du Pinterest, du TikTok, du Snapchat? Ouais. Alors, on est clairement principalement Meta. On a Ouais, fait un petit peu de test Pinterest qu'on réactive sur des périodes plus stratégiques. On l'a activé notamment pour Smala Collection parce que c'était plus tu vois, Pinterest, c'est un peu tu peux faire un peu de vidéo, mais on imaginait plus quelque chose de produit ouais. inspirationnel avec Smalaco. Mais pas sur la seconde main, donc on est beaucoup Meta. Après TikTok, on regarde de près. Mm, C'est peut-être un levier de croissance qu'on envisagera. Je sais que l'audience vieillit, que ça peut ouais. être intéressant. TikTok, on est plus en organique, on arrive parfois à Ouais, vous y buzzer. êtes en Ouais, organique, on c'est une arrive bonne de chose. temps en temps à buzzer. On a une stagiaire qui était là pendant 3 mois, on lui a laissé les mains en disant: «Ouais, tu prends le compte, Ouais. on te fait confiance, tu nous montres un petit peu quand même ce que tu fais» et voilà, on fait un petit peu d'organique. Et du coup, là, cette initiative de laisser les clés du camion, entre guillemets, à une stagiaire pendant 3 mois sur TikTok, ça a porté ses fruits? Ouais, bah, tu as des après TikTok, c'est un peu j'ai l'impression que tu as des vidéos, ça prend, des vidéos, ça prend Ouais, pas, mais tu as certaines vidéos qui buzzent, ouais, franchement, c'est toujours bonus. Après, encore du mal à je trouve que c'est dur de mesurer, OK, tu as une vidéo qui a cartonné sur TikTok, mais concrètement, en termes de noto, ouais. de trafic sur ton site, je suis pas sûre que ça t'apporte quelque chose tout de suite. Pour moi, c'est de la noto, mais là, on est beaucoup sur des contenus internes où je sais pas si on explique vraiment qui on est, tu vois? Ouais, Là, il y avait pas honnêtement de c'est stratégie. c'est un rôle encore Ouais. différent. Je sais que sur TikTok, il faut chercher à avoir un contenu qui va être regardé de plus de 6 secondes pour qu'il soit Ouais, mis vraiment en avant. Et sur l'âge, bah, c'est effectivement des retours qu'on a souvent, mais les derniers chiffres, c'est plus de 30 millions d'utilisateurs en France ouais. de TikTok, dont 73% ont plus de 25 ans. Parce qu'effectivement, cette audience qu'on considère Ouais, on vieillit. jeune, elle a pris 5 ans. Ouais, c'est ça, bah, Et c'est les du coup, nouveaux parents, elle a vieilli. ouais, Ouais. mais c'est vrai que c'est à creuser. Ça peut Ouais. être stratégique aussi dans la Ouais, je pense que pour autant, enfin, après ça reste un avis, tant que la coupe est pas pleine sur Meta, c'est ça. chercher à trop se diversifier, c'est pas nécessairement, une bonne Il y a chose. un moment aussi, trop se diversifier, il y a un moment, il faut aussi suivre. Enfin, Ouais, parfois, trop de KPI, trop de campagnes, tue. Enfin, en fait, il faut aussi savoir maîtriser ce qu'on a et c'est vrai que Meta, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. ouais, Il y a beaucoup de jeunes parents en France qui connaissent pas ce malin. ouais, voilà, exactement. Top. Et donc, c'est quoi les ambitions, en tout cas les prochains projets dans un futur plus ou moins proche de Smala sur la partie, marketing, communication, acquisition? Pour moi, là, ce mal-là, il y a 2 sujets, qui sont prioritaires pour moi sur le marketing. C'est, ne pas oublier la notoriété. Ouais, Je pense qu'on n'est pas encore connu du tout de tous les parents en France, et que du coup, il faut être malin pour aller faire de la notoriété à moindre coût. C'est on a déjà fait des campagnes de métro, ouais, on a eu une belle période de notoriété. Maintenant, on a un gros tournant rentabilité, le moindre euro dépensé. Enfin, on n'est pas du tout dans la même approche qu'on l'était à l'époque du rebranding de Smala, ce qui est normal et ce qui est plus sain. Mais du coup, il faut être très malin sur, comment je vais aller me faire connaître, sans aller dépenser, sans aller créer, des campagnes métro à Paris. Du coup, ça passe par des collabs, ça passe par de l'influence organique, ça passe, par tout ce travail humain, ouais, qui fait que tu te fais connaître, différemment. Donc moi, la noto, ça reste, je pense, un de mes piliers là pour les prochains mois. Et après, c'est bien de faire venir les gens sur le site, mais il faut qu'ils convertissent. Donc le taux de conversion, ouais, c'est le deuxième gros sujet et bah, la refonte du ouais, site. Sur Shopify, il répond. Donc c'est le gros projet marketing, qui arrive, de notre côté. Et après, on a des très beaux projets d'animation commerciale. On a une collection de Smala Collection qui arrive à la rentrée, sur laquelle on attend beaucoup. ouais, Euh, donc voilà, beaucoup de sujets. Et trop puis bien. une équipe à faire monter en puissance, que des gros changements aussi dans l'équipe, des nouvelles personnes. Donc aussi éduquer sur la seconde main, apprendre, AB tester beaucoup de choses. J'aimerais bien qu'on aille encore plus loin dans la démarche test and learn. OK. Voilà. Très bien, top. Bah, c'est top, merci beaucoup pour ce tour d'horizon déjà de Smala, de vos offres et puis,
pour avoir partagé autant de behind the scene de ce que vous faites en acquisition, en marketing et en e-commerce. Est-ce que toi, tu vois des choses à ajouter? Est-ce que tu aurais une question que je t'ai pas posée à laquelle tu aurais aimé répondre? Non, écoute, là, comme ça, je vois pas, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Ouais. Il y a beaucoup de choses à raconter sur ce malin, hein. Je pense qu'on pourrait pas répondre. Ouais, S'il mais fallait. c'est clair, on pourrait repartir sur plein de sujets, rebondir sur beaucoup de choses. Ça pourra faire, peut-être l'occasion d'une partie 2 dans Mmh. quelques mois, une fois la refonte, Peut-être la levée faite. de fonds, qui est quand Ouais, même, le gros sujet aussi du moment que j'ai oublié, c'est qu'on est en pleine levée de fonds de crowdfunding OK, avec la plateforme, Lita. OK. Du coup, cette levée de fonds, elle vient répondre un peu aux 2 enjeux que je t'ai donnés Mmh mh. sur la notoriété et du coup, la refonte du site. Ouais, Elle va également nous permettre de consolider notre métier aussi de la seconde main d'un point de vue logistique. Il y a encore quelques investissements à faire, et aussi nous permettre d'accélérer sur la marque Smalaco. OK. Voilà. Très bien, top. Bah, écoute, merci beaucoup Alice pour, tous ces, précieux retours, d'expérience et puis, bah, peut-être dans quelques mois, pour un prochain, épisode et une partie 2. Bah, merci Thomas, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Club Croissance. Si cet épisode vous a plu et pour ne pas rater les prochains, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify et Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous donner de la force et de nous aider à trouver des experts toujours plus quali pour intervenir. Pour des conseils quotidiens sur l'e-commerce, l'Ads et la créa, vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. Et si vous voulez qu'on parle directement de votre marque et de vos enjeux, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à prendre directement rendez-vous. Tous les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Club Croissance.